Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va construire ensemble, vraiment brique par brique, tout ce qu'il faut savoir sur le système juridique algérien. L'idée, c'est de partir de la base, des fondations, pour bien comprendre comment tout s'emboîte jusqu'au sommet. Bon, avant même de parler de droit algérien ou de quoi que ce soit, posons-nous une question toute simple mais essentielle. Pourquoi est-ce qu'on a des règles, au juste? Imaginez un instant un monde sans la moindre loi. Franchement, ce serait le chaos, non? L'anarchie complète, la loi du plus fort et rien d'autre. Eh bien voilà, le droit, c'est justement né de ça, de ce besoin fondamental qu'on a de vivre ensemble, de s'organiser pour que la société tourne et que tout le monde soit en sécurité. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord définir ce qu'est le droit, puis voir ses caractéristiques et ses grandes branches, et ensuite on plonge dans le cœur du sujet, les sources écrites et complémentaires. Allez, on y va. Voilà, on attaque la première partie. On va poser la première pierre de notre édifice. Alors, le droit, qu'est-ce que c'est concrètement? On peut vraiment le voir comme le fondement même de notre société. Pour faire simple, le droit, c'est juste l'ensemble de toutes les règles qui organisent notre vie en société. Son but, il est assez clair, maintenir l'ordre, garantir la sécurité et rendre la justice. En gros, c'est le mode d'emploi de la vie en communauté. Ça nous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et bien sûr ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors attention, il y a une distinction super importante à faire, celle entre le droit et la morale. Ce n'est pas la même chose du tout. La morale, c'est personnel, ça vient de notre conscience, de ce qu'on juge bien ou mal. Le droit, lui, il n'est pas personnel. Il est imposé à tout le monde, par la société, et si on ne le respecte pas, l'État nous sanctionne. Son objectif, ce n'est pas de faire de nous des saints, c'est de maintenir l'ordre social, tout simplement. Ok, maintenant qu'on a posé les fondations, voyons les piliers qui soutiennent tout ça. Qu'est-ce qui transforme une simple règle en une véritable règle de droit avec un grand D? Pour ça, il faut 3 caractéristiques clés. Premièrement, la règle de droit, elle est générale et impersonnelle. Ça veut dire qu'elle s'applique à tout le monde ou à une catégorie de personnes, mais sans jamais nommer quelqu'un en particulier. Deuxième point, elle est obligatoire. Ce n'est pas une option. On doit la respecter, sinon, sanction. Et enfin, troisième pilier, elle est permanente. Une loi reste en vigueur tant qu'une autre loi ne vient pas la remplacer ou l'annuler. C'est ce qui assure une certaine stabilité. Bon, notre édifice juridique est immense. Du coup, il est divisé en plusieurs grandes branches, un peu comme les différents étages d'un bâtiment. On va voir les plus importantes. D'abord, le droit civil. Ça, on peut dire que c'est le droit de tous les jours. Il gère les relations entre les personnes. Pensez aux contrats, aux questions de famille, aux héritages ou même à la propriété d'un bien. Tout ça, c'est le droit civil. Ensuite, on a le droit pénal. Là, on change de registre. Le droit pénal, il intervient quand les règles les plus graves sont enfreintes. C'est lui qui définit ce qui est un crime ou un délit, un vol, une agression, etc., et qui fixe les peines correspondantes, comme les amendes ou la prison. Son but, c'est de protéger la société. Et puis il y a le droit administratif. Pour faire simple, c'est un peu le manuel d'utilisation de l'État. Il explique comment l'administration doit fonctionner, comment les services publics sont organisés et quelles sont les règles du jeu dans les relations entre l'État et nous, les citoyens. Ok, on a vu la structure. Maintenant, la question à 1 million. D'où viennent toutes ces règles? Eh bien, la plupart viennent de sources écrites. Ce sont, si on reprend notre métaphore, les plans d'architecte officiels de notre système juridique. Et pour bien comprendre comment tous ces textes s'articulent, l'image la plus simple, c'est celle d'une pyramide. Tout en haut, au sommet, on a le texte le plus important de tous, la Constitution. En dessous, on trouve les traités internationaux. Encore en dessous, la loi. Et tout à la base, les textes réglementaires. Et la règle d'or, c'est que chaque étage doit respecter celui qui est au-dessus. Un règlement ne peut pas aller contre une loi. Et une loi, bien sûr, ne peut jamais contredire la Constitution. C'est ça qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est un principe fondamental. Donc au sommet de cette pyramide, la reine, c'est la Constitution. C'est la loi fondamentale de l'État algérien, la règle du jeu suprême. Rien, absolument rien, ni loi, ni traité, ni décret, ne peut lui être contraire. C'est le boss final, si vous voulez. Le deuxième étage, ce sont les traités internationaux. C'est un point super important. Une fois que l'Algérie signe un traité et le valide officiellement, on appelle ça la ratification, ce traité devient plus fort que les lois algériennes. Il se place juste en dessous de la Constitution, mais au-dessus des lois votées par le Parlement. Au troisième niveau, on trouve la loi. La loi telle qu'on l'entend le plus souvent. C'est le texte qui est voté par le Parlement.
Il faut savoir que dans des cas bien précis, le président de la République peut aussi légiférer par ce qu'on appelle des ordonnances. Mais que ce soit une loi ou une ordonnance, pour qu'elle soit applicable, elle doit obligatoirement être publiée au journal officiel, le fameux JORA. Et enfin, à la base de notre pyramide, il y a toute une série de textes réglementaires. Pensez aux décrets, aux arrêtés, aux circulaires. Leur rôle est crucial. La loi donne les grandes lignes, les grands principes, et ces textes viennent donner tous les détails pratiques pour qu'on puisse l'appliquer au jour le jour. Sans eux, la loi resterait souvent très abstraite. Bon, on a vu les sources écrites, nos plans d'architecte, mais que se passe-t-il quand il y a un trou dans les plans? Quand la loi ne prévoit rien pour une situation bien précise? Ça arrive. C'est ce qu'on appelle un vide juridique. Et là, le juge, il fait quoi? Il ne peut pas juste dire « Ah bah désolé, il n'y a rien dans la loi ». Non, il doit trouver une solution. Et pour ça, il va se tourner vers d'autres sources. Et sur ce point, le Code civil algérien est très explicite. Dès son tout premier article, il dit « En l'absence de dispositions légales, le juge se prononce selon les principes du droit musulman ». C'est donc la toute première source vers laquelle le juge doit se tourner quand la loi est muette. C'est une disposition qui ancre profondément le système juridique dans son contexte historique et culturel. Et si même là, il ne trouve pas de réponse, le juge a encore d'autres outils dans sa boîte. Il y a la coutume, c'est-à-dire des usages locaux très anciens et reconnus par tout le monde, tant qu'ils ne sont pas contraires à la loi, bien sûr. Il y a aussi la jurisprudence. Ça, ce sont les décisions qui ont déjà été prises par les grands tribunaux, comme la Cour suprême. Ça crée des exemples à suivre. Et enfin, il y a la doctrine. Ce sont tous les écrits, les analyses des professeurs de droit et des grands juristes qui aident à interpréter la loi. Du coup, après tout ce parcours, des textes écrits jusqu'à la doctrine, on peut se poser une dernière question, une question de fond. La loi, est-ce que c'est quelque chose de figé, gravé dans le marbre pour l'éternité, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de vivant, qui respire et qui évolue avec son temps? Justement, l'existence de toutes ces sources complémentaires, comme la jurisprudence, nous montre que le droit n'est jamais vraiment figé. Il s'adapte, il s'interprète, et c'est peut-être ça qui le rend si passionnant. Salut!